Chapitre 2. Arrivée. Ils arrivèrent à Fort-de-France le samedi 22 octobre, en début d'après-midi. À peine posèrent-ils le pied sur le sol de la Martinique qu'une chaleur lourde et moite tomba sur leurs épaules. Une ceinture de végétation luxuriante s'étendait au loin, à la périphérie de l'aéroport. Ils ouvrirent grand les yeux pendant l'heure de trajet dans un bel autobus climatisé qui les mena jusqu'au village de Sainte-Anne. Maud regardait les villages, les routes et les portions d'autoroute, les arbres et les fleurs, les crêtes couvertes de forêts denses et vertes. Des romans enregistrés étaient, pendant ce temps, murmurés à son oreille. Leurs 2 chambres, crépies de blanc, étaient superbes, intimes, joliment décorées, hexagonales, et bien évidemment climatisées. Située au 2e étage d'une jolie tourelle massive étincelante sous le soleil, elle donnait l'impression de loger dans un phare. La plage était toute proche, longue, douce, plantée de hauts cocotiers filiformes, penchés par le souffle des alizés et surmontés en leur sommet par un bouquet de feuillage. Le restaurant principal, abrité par un auvent de bois, découvrait le somptueux paysage maritime et fonctionnait selon le principe du libre service alimentaire bien connu du Club Méditerranée. Le lieu était magnifique, idéal, chaud et sans contrainte. Les parents d'un côté, les jeunes de l'autre, déambulèrent jusqu'au dîner pour se repérer au sein de ce paradis riche d'une vaste piscine bleu azur, d'un impeccable tapis de pelouse immaculée et d'équipements sportifs dernier cri pour s'adonner aux joies de la planche à voile et du ski nautique. Ce dernier sport était, de notoriété familiale, relativement méprisé et définitivement snobé par Maud, qui préférait de beaucoup la pratique voilière à une quelconque motorisation maritime. Celle-ci voisinait, de l'avis de Maud, avec une certaine vulgarité. La dite motorisation maritime s'épanouissait à coup sûr en une évidente facilité et ne présentait en conséquence, toujours selon Maud, pas le plus infime intérêt. Le ski nautique était cependant visiblement très apprécié en ce lieu, ainsi que l'attestait la conséquente file d'attente qui s'était allongée tout l'après-midi à l'extrémité du ponton où accostait le bateau. Cette affluence ne se démentit pas pendant toute la durée du séjour. Le bateau décrivait son éternelle boucle à quelques 500 mètres de la plage, mais aucun des Valantes ne daigna profiter de cet incessant manège pour adultes. Les convictions maternelles en ce domaine tacite désormais, qui faisaient depuis des temps immémoriaux partie de la culture familiale, ne furent évidemment pas étrangères à cette unanime indifférence. Maud s'intéressa tout spécialement au fonctionnement du club de plongée pour ces garçons, pour qu'ils s'occupent et qu'ils s'épanouissent. Accompagnée par Thibault, elle en étudia les conditions d'inscription et de paiement. Le club s'étendait sur plus d'1 kilomètre, depuis leur chambre jusqu'au bateau des plongeurs, amarré près du 2e restaurant de l'hôtel, qualifié de typique selon la terminologie en usage. Cet endroit, qui proposait un service individualisé à table, était censé présenter un savoureux choix de produits locaux.
Thibaut et Maude avaient dû faire plusieurs allers-retours d'une extrémité à l'autre du club. Ils n'oublièrent pas de se rendre au bureau des excursions, ils marchèrent longtemps, sous une chaleur et une lumière presque trop intenses, en raison du contraste avec le climat parisien qu'ils avaient abandonné quelques heures plus tôt. Maude avait ses écouteurs, est-il besoin de le préciser? Les deux groupes, des parents et des jeunes, se croisaient régulièrement. Ils se saluaient gentiment, leurs recherches respectives aboutirent au même résultat, ils comprirent le mode d'organisation de la plongée et des visites proposées à la découverte de l'île. Ils étaient dès lors fin prêts pour vraiment profiter de leurs vacances dès le lendemain. Ils se donnèrent rendez-vous sous la véranda du restaurant principal et ils dînèrent ensemble. L'événement mérite d'être souligné, puisque les Valentes n'avaient pas l'habitude, au quotidien du moins, des repas familiaux. Maude servait les garçons dans leur chambre. L'expérience lui avait depuis bien longtemps montré que ni l'un ni l'autre ne faisait à table d'efforts de conversation. L'un et l'autre s'échappaient aussi vite que possible. Maude n'y trouvait aucune satisfaction, et elle s'était dès lors prononcée pour le système des boîtes, plus simple à son goût, qu'elle déposait devant leur ordinateur. Chapitre 3. Dépaysement. Le lendemain matin, Thibaut et Maude se gardèrent de réveiller les garçons qui n'auraient probablement pas vraiment apprécié. Les parents vaquèrent, comme à l'accoutumée pendant les vacances, à leurs propres occupations dont le petit déjeuner constitua l'incontournable première étape. Thibaut en profita sans arrière-pensée. Son tempérament le porte à se nourrir avec enthousiasme et il ne s'en priva pas. Maude le vit ce matin-là, ainsi que tous ceux qui suivirent, se servir de belles assiettes d'œufs au bacon, de saucisses, de pain au chocolat, de brioches, de toast et autres entremets. La mer brillait par-delà la balustrade qui entourait le restaurant. Au loin, un nageur qui maintenait un rythme sûr et régulier multipliait les longueurs de crawl. Sur la plage, de nombreuses chaises longues attendaient le vacancier. Thibaut et Maude se trouvaient être, dès ce premier matin, quasiment à jour de leurs habituels sujets de conversation. Ils les avaient, avant leur départ, d'ores et déjà amplement développés. Il s'agissait de la situation de Luc, désormais petit ami attitré de la jeune Delphine, et de son futur emploi, inespéré ne serait-ce que quelques mois plus tôt, dans la mirifique entreprise L'Arctique Frères. Romain poursuivait le même parcours que l'année précédente. Il entamait sa 2e année dans une école privée où il préparerait les dernières épreuves du diplôme de comptabilité-gestion. Il obtiendrait ainsi une licence d'État. Le mari et la femme comptaient l'un sur l'autre pour passer le temps. Leur garçon n'interviendrait pas en ce domaine. Les nombreuses vacances passées en famille étaient depuis longtemps structurées en 2 groupes distincts, celui des jeunes et celui des parents, et Maude, fidèle à son rôle habituel, fut en ce premier matin force de proposition, car il ne s'agirait pas de l'oublier. Le cadre de vie peut se révéler tout à fait exceptionnel. Il peut s'épanouir sous les cieux d'une opulente île Caraïbe. Il peut découvrir le somptueux rocher du Diamant sur la ligne d'un superbe horizon maritime. Il peut offrir une magnifique vue sur de lointaines crêtes, tapissées de forêts vertes et denses en surplomb d'une majestueuse plage de sable clair. Il n'en demeure pas moins que ce type d'environnement, aussi parfait soit-il, ne dispense pas de penser à son être au monde, à son être à deux, lorsque tel est le cas, que l'on se doit de travailler un minimum, de sculpter, pour y introduire des améliorations si elles s'avèrent nécessaires. L'on ne saurait être naïf. Maude proposa de marcher au bord de la mer, et ils atteignirent la place centrale du village de Sainte-Anne.
Maud y photographia l'église, bondée en raison de la célébration dominicale. Ils entamèrent ensuite un chemin de randonnée qui longeait la côte en direction du sud-ouest de l'île. Ils peinèrent. La chaleur était accablante. Ils revinrent et furent accueillis à leur retour par les garçons qui s'étaient étonnés de leur absence. « Mais où donc étiez-vous » leur demandèrent-ils tout à trac. Ils poursuivirent en constatant que c'était bientôt l'heure de manger, et ils conclurent, à la limite de la réprobation, qu'ils n'avaient même pas pris le petit déjeuner ensemble. Thibaut et Maud échangèrent un regard entendu. « Ils sont drôles, nos garçons, pensèrent-ils au même instant. Ils sont grands, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour autant ils ne nous quittent pas. » Les deux jeunes gens recherchèrent effectivement pendant le séjour la compagnie de leurs parents. Tel fut du moins le sentiment éprouvé par Thibaut et Maud. Les deux frères participèrent bien sûr de leur côté, sans leurs parents, à quelques magnifiques plongées, au nombre de 3 précisément, dont l'une en plein cœur de la nuit. Tous deux nagèrent ensemble, des heures durant, avec leurs masques et leurs tubas à l'affût de superbes poissons tropicaux. Mais ils retrouvaient régulièrement les parents, ils ne manquèrent ni un déjeuner ni un dîner ensemble, ils eurent très vite leur table habituelle. Maud était critiquée, elle était à table avec eux, elle leur parlait, mais elle avait ses écouteurs dans les oreilles. « C'est impoli », lui disait Luc, chaudement approuvé par Romain et Thibaut. « Mais je n'écoute pas », répondait Maud. Elle ôtait les appareils, puis les réajustait au creux de ses oreilles quelques minutes plus tard. Elle souriait, apparemment elle riait même lorsqu'elle répondait. « Mais non, bien sûr, je n'écoute pas. » Cependant, une ombre passait qui assombrissait son humeur. Il se liguait contre elle, et elle se sentait triste, anormale et gênée tout à la fois. Thibaut et Maud avaient déjà remarqué, lors de leurs dernières vacances, 2 mois plus tôt à Querbian, que le comportement de Luc avait changé. Il avait eu tendance, au début du séjour breton, à entraîner les parents dans le groupe qu'il formait avec son frère, alors que tous deux menaient jusqu'alors leur propre vie autonome au bord de la mer. Luc se montrait plus social depuis qu'il connaissait Delphine, ou plus adulte, commentait discrètement Maud lorsqu'elle était en tête-à-tête avec Thibaut. Il ne s'isolait plus autant dans son univers ludique et virtuel. Il sortait avec Delphine. Il était même celui au sein du groupe de leurs amis qui organisait les divertissements. Il invitait des étudiants, dont bien évidemment Delphine, à passer des week-ends de printemps à Champs-les-Vignes, dans la maison des grands-parents. Dûment pourvu d'une petite amie, il se tournait vers les autres, et également davantage vers ses parents pendant les vacances. Thibaut et Maud perçurent en Martinique cette même tendance chez leur fils. Il se tenait au courant des activités de ses parents, tous 4 se donnaient de fréquents rendez-vous, ils comptaient les uns avec les autres. Une autre raison était peut-être également à l'origine de cette proximité désirée par Luc. Étaient réunies en cet endroit les caractéristiques les plus typiques d'un lieu paradisiaque: la plage, les cocotiers, la chaleur des bains de mer, la liberté totale, l'exubérance et la beauté des paysages. Les composantes du luxe, du calme et de la volupté étaient toutes présentes. Le produit offert aux vacanciers en échange d'un tarif déterminé était conçu pour approcher l'idéal de vacances parfaites. Il n'en était pas moins vrai que, des 2 côtés, celui des jeunes tout comme celui des parents, un certain dépaysement se faisait sentir. Les vacances familiales ronronnaient d'ordinaire en fonction d'habitudes acquises, à Querbian l'été, à Chamonix l'hiver. Tel n'était pas le cas dans le cadre du club Méditerranée de Sainte-Anne, et la planète des jeunes se rapprochait spontanément de celle des adultes. Le régime minimum consistait à se retrouver à l'occasion des 2 repas quotidiens.
Les jeunes avaient même reproché le premier matin à leurs parents de ne point savourer ensemble le petit déjeuner du matin. Ils allèrent les 2 derniers jours jusqu'à partager sur la plage le même parasol. Les jeunes lisaient, Maud retravaillait ses textes. Ils firent ensemble une superbe excursion d'1 journée avec 4x4, forêt vierge et douche sous une cascade naturelle. Ils aperçurent les flancs massifs de la Soufrière. Ils visitèrent une bananeraie, des champs de canne à sucre, une distillerie et une maison coloniale. La famille déjeuna ce jour-là en dehors du club, dans le restaurant prévu par les organisateurs de l'excursion. Ils discutèrent avec un couple richissime. L'homme, âgé, avait fait fortune. Son épouse, plus jeune que lui, était psychologue. Maud avait longuement écouté Monsieur J, qu'elle avait, par devers elle, surnommé Monsieur le requin des affaires. Un homme prolixe, ouvert, positif, énergique et apparemment optimiste, mais qui, elle n'en doutait pas, devait se montrer dans sa pratique professionnelle sans état d'âme ni compassion. Charmant, entreprenant, disert, jovial et visiblement plein d'entre-gens, il fit mine de s'intéresser à l'écriture de Maud. Lui-même voulait écrire un livre. Il souhaitait plus précisément trouver une plume qui se chargerait de la besogne. Son intention était de dévoiler au plus grand nombre ces principes fondamentaux de vie qui lui avaient permis d'accéder à la véritable et inaltérable grande fortune. Ils prendraient connaissance des livres de Maud et peut-être envisageraient-ils tous deux un projet commun. Romain avait tendu l'oreille. « Tu vois, maman, lui avait-il dit plus tard, tu ne peux pas t'en empêcher. Quand tu parles de tes livres, tu dis qu'ils sont autobiographiques. Il était mécontent, il n'apprécie pas que sa mère raconte leur vie, la sienne en particulier, à quiconque fait mine de s'y intéresser. Souffrance, résonance et réminiscence. Maud se souvenait, elle avait 17 ans, sa sœur aînée découvrait son journal intime. Elle le lisait et déclenchait les foudres familiales. Maud s'était réfugiée dans le cagibi, sous les poutres du grenier, dans le noir, accroupie, recroquevillée, honteuse, elle était méchante et stupide. Thérèse avait hurlé. Leur mère avait hurlé avec elle. Maud avait écrit 1 demi-ligne au milieu de dizaines de pages dans un cahier qui n'était pas destiné à être lu. Ma sœur est bête. Elle était excusable. Elle avait 17 ans. Elle partageait sa chambre avec Thérèse, qui s'était attribué le mauvais rôle de la sœur aînée, autoritaire. Éteins la lumière. Et pourquoi lis-tu? À cette heure-là, tu dois dormir? Maud était lue pour la première fois. Elle recevait de plein fouet condamnation, opprobre, malédiction et mésestime de soi. 40 ans plus tard, son écriture gêne son fils. Elle le gêne ou bien le fait souffrir, les deux notions sont proches. Une subtile douleur aiguë la traverse. Fera-t-elle toujours du mal avec son écriture? Devra-t-elle toujours se cacher? Plaisantons un peu. Essayons du moins.
Si demain Maude écrivait des best-sellers, pourquoi ne ferait-elle pas comme Elena Ferrante? Elle se dissimulerait, ni son nom, ni son visage, ni rien de sa personne ne filtrerait. Chapitre 4. Silence. Maude a apprécié ce séjour en Martinique. Elle l'avait organisé afin que ces garçons sortent de leur chambre, qu'ils manifestent un minimum de courtoisie et de souplesse en société, afin qu'ils se montrent un peu moins taciturnes et sauvages. Elle avait momentanément éloigné les ours de leur tanière. Son objectif se trouve à être pleinement atteint. Luc et Romain déjeunèrent et dînèrent avec eux. Ils participèrent même, le jour de l'excursion, à une expérience quasiment mondaine, à table avec leurs parents et monsieur le requin des affaires. Ils furent, pendant le séjour, ouverts et sociables, le verbe circulait, de même que les sourires et les regards. Maude était satisfaite. Elle passa par ailleurs l'essentiel de son temps avec Thibaut. Elle agit en ce domaine comme elle en avait l'habitude. Il n'aurait su être question pour elle de se laisser porter passivement par le soleil, la lumière, la chaleur, la plage et les cocotiers. Elle se sentait au fond singulièrement proche de la vie de M. Chabrol, qui s'était un jour, lors d'une interview, amusé à critiquer les riches hommes d'affaires, intelligents, futés, vifs et habiles dans leur activité professionnelle, mais qui devenaient de véritables flaques d'eau lorsqu'ils partaient en vacances, leur seul désir étant alors de dorer leur derrière sur des plages tropicales. Maude l'avait trouvé aussi drôle que perspicace. Elle n'avait aucune intention de laisser la plus petite chance à l'ennui ou à la morosité de s'immiscer le moins du monde entre eux. Personne ne les prendrait en charge pour vivre leur vie à leur place. Ils entreprirent une deuxième balade jusqu'au village de Sainte-Anne, mais ils comprirent cette fois-ci que la chaleur était vraiment par trop intense pour marcher sous le soleil. Exit donc leur activité principale, la marche, lorsqu'ils étaient jusqu'alors en vacances. Ils firent 2 excursions, dont l'une avec les garçons. Ils jouèrent aux échecs, ils nagèrent. Ils bronzèrent sur la plage tout en demeurant, prudence oblige, à l'ombre des parasols. Maude retravaillait ses textes, car lire sur une longue durée avait fini par lui sembler par trop passif. Se plonger dans l'univers d'un auteur était certes passionnant, mais elle eut également envie, pendant ces longues heures d'immobilité, de s'atteler à sa propre vision du monde qu'elle tentait de transmettre, en modelant ses phrases et ses paragraphes. Elle se réjouit car elle réussit sur la plage, face à la splendeur des vaguelettes étincelantes et aux bateaux de ski nautique qui enchaînaient ces éternels allers-retours, à puiser en elle la concentration nécessaire pour poursuivre sa broderie, sa sculpture ou encore son bricolage, selon la métaphore retenue. Le mari et la femme furent donc ensemble du matin jusqu'au soir, ce dont ils n'étaient pas coutumiers à Paris, sans pour autant disposer de leur rituel parfaitement rodé dans leur Querbillan et Chamonix habituels. Le séjour fut harmonieux. Maude imprimait le mouvement aux différentes étapes de la journée. Thibaut parlait peu. Son épouse n'avait d'ailleurs pas escompté le contraire. Elle s'efforça de nourrir entre eux ne serait-ce qu'un mince flux de paroles. Elle ne disposait cependant pas
d'une imagination hors du commun, et les divers commentaires sur la structure, l'évolution, voire les changements d'ordre familial n'avaient pas lieu d'être. En cette période de pause, hors du quotidien et par voie de conséquence, dépourvue de toute inquiétude ou incertitude liée en règle générale aux études des garçons. Les paroles entre eux devenaient plus rares. Maud le percevait ainsi. Thibaut connaissait sa femme. Il sentait sa gêne latente. Tous deux avaient conscience du relatif mutisme qui les environnait et qu'ils se gardaient bien d'évoquer. Ils se montrèrent dès lors d'autant plus prévenants et gentils l'un avec l'autre. Ils se souriaient. À table, Thibaut se régalait. Il profitait sans réserve de l'offre du restaurant. Le buffet, varié, présentait chaque jour des plats différents qui ne manquaient pas de goûter, et la formule du vin à volonté n'était pas pour lui déplaire. Il mangeait, il buvait, il souriait à Maud, et il était heureux, dans la mesure où l'on peut se risquer à utiliser cet immense qualificatif, de la proximité de ces garçons. Maud adorait les apéritifs et autres cocktails. Elle était abonnée au martini rouge qui fut, au fil de la semaine, détrôné au profit du célèbre et savoureux pina colada. Thibaut et Maud vivaient un grand plaisir quand approchait l'heure de l'apéritif en fin de matinée et d'après-midi. Thibaut était investi de la mission d'aller quérir les boissons. Il s'éloignait de la plage, où chacun d'eux occupait une confortable chaise longue. Il se dirigeait vers le bar et revenait, chargé des précieux verres que tous deux dégustaient, qu'il sirotait plus précisément, ainsi que l'exprimait Maud. Maud appréciait aussi une chanteuse, une artiste professionnelle rémunérée par le club qui entonnait aux alentours de 18 heures ses mélodies sur une petite scène près du bar afin de distraire les fortunés du monde qui goûtaient leur apéritif du soir. Maud regardait, elle écoutait, et elle avait l'impression que les vacanciers alentour, bavards, mondains, extravertis, démonstratifs, ne lui accordaient qu'une infime, parfois même aucune attention. Si certains venaient ici, disait Luc à ses parents, ce serait la débandade. Ils baffreraient, ils boiraient jusqu'à plus soif, ça ne durerait pas longtemps, le système s'effondrerait. Il pensait à Arthur, l'un de ses amis, et à José également. Tous deux avaient fréquenté, dans le passé, le lycée autogéré de Paris, un établissement accueillant les jeunes en échec scolaire. Ils en étaient sortis après avoir échoué au baccalauréat. Depuis, ils passaient le temps sans travailler ni étudier. « J'imagine Arthur, précisait-il encore. Je l'imagine complètement ébahi, avec le bar, les buffets et tous ces alcools à profusion. Ce serait une vraie gabegie, j'en suis sûr. » « Les gens sont riches, ajoutait-il. Des bourgeois, pas sympathiques, je trouve. Et murés en eux-mêmes, ils ne disent même pas bonjour quand on les salue. » Thibaut et Maud leur opposaient leurs désaccords. Ils trouvaient au contraire les familles en ce lieu très proches de la leur. Ils se sentaient à l'aise, comme eux. Ils leur ressemblaient. Chapitre 5. Regard.
Maud a passé des heures sur la plage qu'elle aurait pu de temps à autre trouver assez longues, mais elle réussit par chance à garder ses neurones actifs. La chaleur tropicale, censée, comme chacun sait, privilégier la somnolence, ne l'affecta pas outre mesure. Elle ouvrait son ordinateur, elle travaillait au peaufinage de ses textes et ne risqua en aucun cas de devenir l'une de ces vacancières stigmatisées par Monsieur Chabrol susnommé, ne sachant que bronzer au soleil tout en neutralisant leurs réserves de matière grise. Elle s'occupait ainsi par un paisible après-midi de cette semaine ensoleillée à son habituelle activité studieuse. En position semi-allongée, sur sa chaise longue, son fidèle ordinateur posé sur ses genoux, elle n'oubliait pas de lever régulièrement les yeux de son écran et de savourer la beauté du ciel, traversé par de rares nuages, couleur ivoire. De joyeux géos proposaient des tranches de mangue et d'ananas aux estivants abrités par des parasols harmonieusement plantés sur la plage ainsi que sur la vaste pelouse voisine. À quelques mètres du rivage, une séance de gymnastique tonique avec musique et tapis de sol allait bientôt commencer. Maud, qui préférait son confort tout à la fois contemplatif et laborieux, déclina courtoisement la courte invitation de la dynamique coach animatrice. Des flaques d'eau miroitaient au milieu de la pelouse aussi soignée qu'un green de golf. Les cocotiers filiformes balançaient leurs hautes palmes au gré du vent. Maud aspirait l'air doux et odorant. Elle apercevait la silhouette massive du rocher du diamant qui se détachait sur l'horizon éclatant de soleil. Des bateaux gagnaient le mouillage de Port-Marin, au-delà du promontoire qui fermait l'extrémité nord-est de la plage. Maud regardait autour d'elle, singulièrement fière de profiter du cadre, somptueux s'il en fut, tout en poursuivant son travail d'artisanat. Thibaut avait apporté de Paris un volumineux essai écrit par un polémiste politique et engagé. Sa lecture le passionnait. Le moment touchait presque à l'absolue perfection. Maud pianotait sur son clavier lorsqu'un homme mince, d'environ 40 ans, vêtu d'un pantalon et d'une chemise de coton blanc et souple, bronzé, aux cheveux longs, rassemblés en une queue de cheval et arborant un large sourire, s'arrêta devant elle. Il ne travaillait pas pour le club, mais proposait des services de massage à sa lisière immédiate. Maud comprit, à l'écoute de son discours, qu'elle représentait pour lui la Parisienne, typique, tendue et débordée, ployant sous les responsabilités, incapable de céder ses activités, quel que soit l'environnement du moment, aussi paradisiaque fût-il. Mais dites-moi, êtes-vous donc consciente de l'endroit où vous vous trouvez ? Avaient été les premières paroles de cet homme philosophe, psychologue, détendu, équilibré, et qui cherchait à gagner sa vie. Son discours était parfaitement rodé. Il expliquait comment le contact de ses mains sur le corps permettait aux personnes submergées par d'intenses préoccupations de retrouver la sérénité, l'harmonie et le sens de l'existence. Maud écoutait. Disposait-elle d'un autre choix? Elle approuvait, elle souriait. Relativement piégée
par cet homme volubile et qui la dominait de toute sa taille. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. L'on pouvait difficilement se fourvoyer davantage en la considérant comme une superwoman dotée de hautes responsabilités au sein d'un éminent groupe international, alors qu'elle était dépourvue de soucis matériels et mise à part quelques obligations domestiques totalement libre de son temps. L'homme lui servait des évidences éminemment estimables, mais qu'elle connaissait déjà. Sans activité professionnelle, justement, elle avait eu tout le loisir de réfléchir à ces questions. Lui arrivait-il d'oublier son être intérieur? Certes non. Elle ne s'en éloignait pas, elle y pensait en réalité à tout moment. Elle ne parvenait cependant pas à l'interrompre, et elle le laissa déployer son talent, qu'elle trouvait au demeurant assez impressionnant. Elle se sentait toutefois un peu gênée et un peu triste pour lui, car le pauvre homme gaspillait avec elle en pure perte son temps ainsi que ses efforts. Maud avait régulièrement observé sur la plage une famille qui s'installait chaque jour non loin de leur chaise longue. Le père avait la cinquantaine. Son ventre était rebondi, sa femme, de taille moyenne, jolie, brune, au visage doux et rond, semblait à l'écoute, bienveillante, sincère, généreuse, transparente, comme si son regard, son sourire, ses gestes et ses paroles avaient pour but d'exprimer ses pensées et états d'âme le plus directement possible. Leur fille devait avoir 18 ans. Maud l'observait. Elle la regardait passer de longs moments debout dans l'eau, avec des fiches qu'elle répétait et récitait patiemment. Maud imagina qu'elle commençait, tout juste après avoir obtenu son baccalauréat en juin dernier, une école de théâtre. Sans doute préparait-elle ses prochains cours, avec des scènes et des répliques à retenir. Sa mère, qui avait environ 40 ans, passait du temps avec sa propre mère, qui complétait le groupe familial. Elle lui souriait, elle l'aidait, elle veillait à son confort lorsqu'elle s'asseyait sur sa chaise longue. Maud est émue lorsque des générations différentes parviennent à vivre ensemble. Tout le monde parlait dans cette famille, surtout Madame la quadragénaire, qui était au centre et qui adorait visiblement sa fille. Elles se baignaient ensemble pendant des heures, elles nageaient, avaient des gestes tendres, elles parlaient sans cesse. Surveillée de loin par monsieur le père, attentif, prévenant et doux avec sa femme, avec sa fille, tout autant qu'avec sa belle-mère. Rencontre-t-on souvent de telles familles? Chapitre 6. Écouteurs. Maud était heureuse d'avoir pour un temps éloigné ces garçons de leur univers virtuel par trop envahissant à son goût. Ils avaient, à table notamment, pratiqué l'art de la conversation. L'exercice s'avère, chacun le sait, incontournable lors de vacances en famille. L'on y bavarde midi et soir. Maud avait incité son modeste microcosme familial à vivre cette situation. Pour Luc et Romain, le progrès était évident par comparaison avec la vie solitaire d'un Ursidé définitivement réfugié dans sa tanière. Maud
avait cependant ses écouteurs dans les oreilles. Elle souffrait d'être critiquée, mais elle les gardait, car elle aurait pu risquer une expérience à n'en pas douter gravissime à son goût, de percevoir légères et ténues quelques rares gouttelettes d'ennui ou de morosité, susceptibles de s'insinuer très discrètement en elle. C'était elle pourtant qui animait la conversation. Elle ne perdait pas une seule des paroles échangées. Elle craignait l'ennui bien plus qu'elle ne le subissait. Elle ne comprenait quasiment rien aux considérations qui étaient déversées dans ses oreilles par l'intermédiaire de ses écouteurs, mais elle était ainsi rassurée. Quoi qu'il arrive, que la conversation s'anime, ou bien qu'elle frôle au contraire ne serait-ce qu'une pause momentanée, Maude pouvait toujours s'évader vers une histoire racontée. Elle écoutait des romans enregistrés, avec du sens et une esthétique propre. Elle avait le sentiment, lorsqu'elle découvrait un texte, que l'auteur s'adressait directement à elle, en privé, en tête-à-tête. Maude n'en était pas moins peinée par les critiques de ses hommes, et celles de sa sœur aînée lui revenaient en mémoire, par-delà plusieurs dizaines d'années. Maude était enfant, et Thérèse se montrait ostensiblement choquée et véhémente si sa sœur cadette avait le malheur de faire mine de garder à table son livre en cours de lecture. Maude, réprimandée et honteuse, s'inclinait dans l'instant. Thérèse, autoritaire et démonstrative, établissait dans la famille ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas. Les parents, impressionnés par son indéfectible assurance, se pliaient sans mot dire et dans un bel ensemble quasiment militaire à ses impétueux diktats en matière d'usage, de rites, de savoir-faire et de savoir-être familiaux. Accordons-leur qu'il aurait été bien téméraire de contrarier un bulldog de type atrabilaire. Des années plus tard, en Martinique, Maude, qui n'avait plus 10 ans, décidait en toute connaissance de cause de conserver ses équipements auditifs à titre d'assurance éventuelle contre l'ennui. Elle n'éprouvait en rien le sentiment de nuire à ses enfants. Elle les gardait donc discrètement logés dans ses oreilles, même si les circonstances n'étaient pas tout à fait confortables pour elle. Tous quatre s'entretenaient gentiment à table, une situation courante et habituelle, normale pour tout dire, qui ne convenait cependant pas complètement à Maude, puisque le risque, peut-être théorique, qu'elle s'y ennuie de temps à autre, planait alentour. Elle ne vivait pas la perfection, mais la réalité plus prosaïque et banale, préférable dans tous les cas pour ses enfants, à un environnement trop exclusivement virtuel. Maude acceptait dans ces conditions avec enthousiasme cette réalité, qui n'était pas tout à fait parfaite. Ses fils n'étaient pas tendres avec elle au prétexte des écouteurs, mais aussi c'était elle qui les avait éloignés de leur univers virtuel, elle qui les plongeait dans une réalité, certes séduisante, d'une semaine sur une belle plage de Martinique, et elle ne se gênait pas pour se réserver la possibilité de la virtualité, de l'évasion, du monde parallèle et de l'échappatoire par l'intermédiaire de ces fameux écouteurs. C'était vrai. Mais Maude ne les empêchait en rien de trouver leur propre méthode pour être là, présent dans la réalité, et pour savoir à leur façon et dans le même temps également s'en abstraire. Son rôle d'éducatrice ne lui laissait pas le choix, ces garçons devaient se colter à la réalité, elle y veillait. L'imaginaire, l'ailleurs et l'évasion étaient tout aussi nécessaires, mais ne pouvaient en aucun cas
exclure totalement la réalité. À eux, dans ces conditions, de découvrir leur équilibre propre, leur façon d'être et leur alchimie personnelle. Chapitre 7. Un nouvel habit. Un jour d'avril 2014, Maude rencontrait Sabine, l'une de ses amies, au premier étage du Bon Pêcheur, dont les fenêtres s'ouvraient sur le forum des Halles. « Un jour je serai belle-mère, disait Sabine à Maude. Un drôle de rôle. Je ne suis pas sûre de bien m'y faire. » Maude avait de son côté, d'une certaine façon, déjà commencé à revêtir ce tout nouvel habit, celui de la belle-mère, selon l'expression de Sabine. Delphine aimait son petit ami, elle l'avait la première pris par la main, elle l'avait la première également, fréquemment invitée dans sa famille. Luc avait passé de longs week-ends en Normandie où il avait rencontré les grands-parents, les cousins, cousines, tantes et oncles, sans oublier les voisins du village. Les parents de Delphine l'avaient à plusieurs reprises accueilli à Bobigny, où il avait fait la connaissance de ses deux frères, accompagnés de leur petit ami. Luc était souvent absent. Delphine dormait parfois boulevard de Tessier comme par hasard, sans prévenir et sans mot dire. « Cela ne va pas du tout », avait un jour exprimé Thibaut s'adressant à Maude. « Nous devons accueillir Delphine, l'inviter vraiment à partager un repas dans les formes. Elle ne peut pas continuer à venir de cette façon comme une voleuse. » « Mais c'est bien sûr, s'était dit Maude, peu fière de n'y avoir point songé par elle-même. Le flux des invitations jusqu'à présent proposées par la famille de Delphine devait désormais absolument s'inverser, et le projet à peine formulé par Thibaut fut, au plus vite, réalisé par Maude. La première occasion se présenta le samedi qui suivit. Delphine avait passé la nuit boulevard de Tessier, et Maude la convia, sans coup férir, ainsi qu'en bonne et due forme, au déjeuner du lendemain. Ainsi se trouvèrent-ils tous les cinq autour de la table pour la première, mais certes pas pour la dernière fois. Ce fut une réussite, toute simple, chaleureuse et conviviale. « Maman, » dit Luc à sa mère quelques jours plus tard, « te rends-tu compte ? Ça ne va pas du tout chez nous. Regarde un peu, comment veux-tu que je fasse ? Que j'invite régulièrement Delphine, normalement, quoi, sans devoir à chaque fois le prévoir. Il ne se passe rien chez nous, alors que chez Delphine, tout est organisé. Ils dînent le soir, normalement, autour d'une table. Puis le week-end, c'est la même chose. Ses parents sont occupés, ils vont en Normandie, se retrouvent en famille, et nous, de notre côté, on ne fait rien, tu vois un peu ? Mais c'est bien sûr, s'était dit Maude, amusée au fond et pas le moins du monde, impressionnée. Mon garçon est toujours le même. Le râleur professionnel, il adore adopter ce rôle et il continuera, j'en suis sûre, tant qu'il ne se sentira pas plus fort que ses parents, plus fort que moi en fait. Maude n'était pas blessé, il était encore le petit garçon, un brin batailleur à la limite de l'ingratitude. Il avait été un écolier, puis un étudiant dirigé et contrôlé, dominé. Ainsi l'avait-il sans doute le plus souvent perçu par son père et par sa mère, et les injonctions de cette dernière, une femme, on l'aura remarqué, l'avaient à l'occasion très sérieusement contrarié. Ou bien, autre hypothèse, il était proche de sa mère, il ne la craignait pas, et il lui décochait, dès lors, volontiers, coups de griffe et légères morsures, pour peu qu'il la trouve par trop présente, ou trop autoritaire. Sa mère avait désormais, à l'âge qu'il avait atteint, clairement abandonné ce rôle essentiellement éducatif. Luc avait clairement également, depuis sa rencontre avec Delphine, nettement progressé vers un comportement plus adulte, et Maude supposait que lorsqu'il aurait vraiment atteint cet âge adulte,
Il en aurait terminé avec ses crocs-en-jambes et autres réjouissances. Son agression du moment était bien plus une trace du passé, plutôt qu'une quelconque annonce de l'avenir. « Je ne suis absolument pas d'accord, lui avait répondu Maude, sans hésiter. Il est vrai qu'on ne passe pas à table, mais aussi, vous vous y ennuyez. Vous ne parlez pas. Vous boudez les repas dès lors qu'ils sortent un tant soit peu de l'ordinaire. Vous fuyez la table aussi vite que possible, vous filez dans vos chambres. Comment veux-tu, dans ces conditions que j'apprécie? Je préfère les boîtes, plastiques. C'est plus simple pour moi, plus pratique. Et on parle à d'autres moments, à chaque occasion, tu me connais. Mais pas à table, chez nous, ça ne marche pas. Par contre, poursuivit-elle, avec un sourire des plus conciliants, si avec Delphine vous avez envie de passer un moment à table, d'échanger et de discuter, si maintenant les repas changent de style, s'ils ont du sens, alors tu penses, j'en serais enchantée. Tu sais bien, pour le lien, je suis toujours d'accord, je suis prête tout de suite quand tu veux, je piaffe en réalité. Et pour les week-ends, c'est pareil, on ne va plus à la campagne. Mais vous n'avez plus envie, vous avez passé l'âge, vous préférez votre chambre. Et maintenant, courir, vous cacher, escalader les arbres, tirer à l'arc, jouer au foot, pêcher même, ça ne vous tente plus. Mais pense donc, si maintenant avec Delphine, les dimanches campagne vous plaisent à nouveau, alors tu imagines, je serais d'accord, je courrais en fait. Tu sais comme je les aime, les arbres et les nuages, la rivière, le verger, la chaise longue aussi. Cette conversation, importante s'il en fut, marqua un tournant dans la vie des Valentes. Et Maude commença, dès lors, à revêtir son habit de belle-mère, cette tenue bien particulière que son amie Sabine n'imaginait qu'avec peine. Delphine s'installa plus souvent boulevard de Tessier. Maude mettait le couvert, elle préparait le repas, elle débarrassait, elle était à table également et veillait à l'animation des conversations. Le week-end, la famille prenait allègrement la direction de la campagne. Certains couples de jeunes gens qui se forment éloignent les fils et les filles de leur famille, d'autres les rapprochent. Luc et Delphine faisaient partie de cette dernière catégorie. Luc passait à table, il parlait. À la campagne, il jouait aux cartes et au Scrabble. Il se promenait en famille aux alentours de Champs-les-Vignes. Maude, dont le tempérament éducatif fut de tout temps en éveil, se trouvait rassurée. La réalité l'emportait dans la vie de son fils, la virtualité s'éloignait. Maude assumait avec entrain son rôle de belle-mère dans une famille dont le fonctionnement devenait soudain plus classique et habituel. Assise à la table des repas, elle participait aux échanges du moment, dont l'intérêt était parfois variable. Et Luc dit à sa mère en Martinique: « Un jour où il ne contribuait pas modérément avec son père et son frère aux critiques collectives relatives aux écouteurs maternels. » Et puis Delphine m'a dit: « Ta mère, quand elle me parle, elle a des écouteurs dans les oreilles. » Le coup fut violent et imprévisible. Le souffle court, Maude ne répondit pas. Elle avait jusqu'alors naïvement cru que seuls Thibaut et les garçons avaient remarqué son travers, sa défaillance, sa déviance, son insuffisance ontologique, son défaut d'être, son originalité, sa honte. Elle y repensait plus tard en Martinique, quand elle était de nouveau critiquée. Rétrospectivement, elle aurait bien disparu de la vue de Delphine si elle l'avait pu. Chapitre 8. Un bel appartement.
Thibaut n'avait cessé cette année pendant des mois d'ennuyer sa femme au sujet d'un appartement qui appartenait à ses parents. Il se trouvait être libéré par les locataires du moment et Luc pourrait, lui disait-il, éventuellement s'y installer. Maud était mécontente. Elle ne comprenait pas. Thibaut et elle croisaient bien de temps à autre à cette époque, en 2014, à la fin de l'hiver, une certaine jeune fille nommée Delphine, mais était-elle une petite amie? Il n'en savait rien. Luc aurait vécu seul s'il avait quitté l'appartement. Maud désapprouvait ce projet qui consistait à éconduire leur fils du foyer familial et qui était également susceptible de le blesser. Il pourrait en effet interpréter qu'à 23 ans, il manquait de maturité, qu'il n'était pas assez autonome, bien trop confortablement installé dans un cocon protecteur et qu'il devenait par conséquent raisonnable pour lui d'abandonner les lieux. Maud fulminait, elle récriminait, Luc était visiblement heureux dans sa chambre, près de son frère, et entouré d'affection par ses parents. Elle se demandait vraiment pour quelles raisons ils auraient dû lâcher la proie d'un confort aimant et rassurant pour l'ombre d'une pseudo-indépendance qui risquait d'engendrer solitude et tristesse. Telle était l'inamovible position de Maud concernant cet épineux sujet, jusqu'au jour où Thibaut lui expliqua clairement le fond de l'affaire. Maud est une personne à qui l'on doit nettement exprimer les choses. Elle éprouve une réelle difficulté avec le non-dit, et vint le moment où Thibaut se décida à mettre précisément, pour elle, les points sur les i. Il ne désirait, c'était l'évidence, en rien chasser son fils du domicile familial. Il s'agissait seulement d'une occasion qui se présentait sous la forme de cet appartement magnifique au demeurant et dont Luc pourrait profiter sans bourse délier. Il était rare qu'un logement de cette qualité, appartenant au parc immobilier du père de Thibaut, soit disponible. La décision devait être prise rapidement, une chance comparable ne se renouvellerait pas de sitôt. « Ah oui, je vois » s'était exclamé Maud, qui avait effectivement enfin ouvert les yeux. « Je comprends, c'est une question d'argent en fait, une question de finance, qui n'est pas à négliger, c'est indiscutable. » Maud était raisonnable, elle connaissait la toute-puissance de l'aspect matériel dans une existence qui devait être absolument considérée pour ensuite être dépassée dans la mesure du possible. Elle comprenait mieux la préoccupation de son mari, mais proposer à Luc de quitter la maison ne lui semblait pas davantage d'actualité et lui paraissait encore et toujours de la dernière maladresse. La balance penchait pour sa part vers la négative. Luc visita les lieux, il observa, il écouta son père et ne se prononça pas. Il échangea ensuite quelques mots avec Maud. Il était perplexe. Il ne s'imaginait pas vivre là-bas. Il fut ensuite entrepris par sa grand-mère, qui considérait avec enthousiasme une future installation de son petit-fils de l'autre côté du boulevard. Les grands-parents habitaient le même immeuble que Thibaut et Maud, et l'appartement proposé lui faisait face par-delà la chaussée. Manou assurait l'avenir. Elle n'avait aucune envie de voir plus tard son petit-fils s'éloigner, et elle s'associait activement à la proposition de Thibaut. Manou exagère, s'était immédiatement indigné Luc lorsqu'il avait retrouvé sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle imagine? Que je suis un gosse de riche? Comme ma cousine, un héritier? Non mais franchement, elle va pas bien.
Luc n'avait pas mâché ses mots, du moins devant sa mère, qui eut alors la nette impression de récolter le fruit de semailles qu'elle avait abondamment planté quelques années plus tôt. Maud parle beaucoup. Elle a en famille le commentaire facile et parfois vif. Elle privilégie, ne l'oublions pas, l'échange verbal avec ses enfants et son mari. À peine trouve-t-elle un sujet suffisamment consistant à se mettre sous la dent qu'elle ne tarde pas à s'épancher amplement, et existe-t-il une conversation plus facile à alimenter que celle qui concerne les personnes les plus proches de soi? Et les groupes de personnes les plus comparables ne sont-ils pas fréquemment les familles de ses frères, de ses sœurs, de ses beaux-frères ou de ses belles-sœurs? En l'occurrence, dans le cas des Valente, une famille quasiment similaire à la leur était celle de la sœur de Thibaut. Émilie était mariée, elle avait 2 filles, elle habitait la même copropriété que Thibaut et Maud, et donc bien évidemment également celle de Marcel et Manou. Maud apercevait chaque soir, depuis sa cuisine de l'autre côté du jardinet de la résidence, les porte-fenêtres des chambres de ses 2 nièces. Maud ne s'était jamais gênée pour commenter, avec gourmandise presque, le mode de vie de la famille d'en face. Les études des 2 filles furent en particulier la cible privilégiée de ses opinions, parfois relativement incisives. Maud se souvenait de ses propres études. Elle habitait Thizy, en banlieue sud. Elle étudiait à Paris, dans le 5e arrondissement. Elle prenait le train. Lucia, la fille aînée de Johan et Émilie, vivait pour sa part chez ses parents à Paris. La faculté de sciences était située à l'ouest de la capitale. Le trajet par l'intermédiaire du RER était loin d'être insurmontable, mais il s'était révélé absolument nécessaire aux yeux d'Émilie, sa mère, ainsi qu'à ceux de Manou, la mère de sa mère, que la jeune fille dispose d'un confortable pied-à-terre à Cergy-Pontoise, à 2 pas de la faculté. Maud blaguait aisément à l'époque sur le sujet. Plus tard, lorsque, fâchée avec ses parents, Lucia avait claqué la porte de leur domicile pour s'installer avec son petit ami, Manou avait au plus vite proposé au jeune couple de les loger dans l'un des appartements familiaux de l'autre côté du boulevard. Elle ne pouvait se résoudre à voir sa petite fille quitter son voisinage immédiat et encore moins Paris, intramuros. Maud n'avait évidemment pas omis de commenter l'événement. Loin d'elle le désir de se montrer malveillante ou cynique, tout au plus ironique ou facétieuse. Il est si tentant de susciter la complicité au détriment d'une tierce personne absente qui plus est. L'aspect éducatif de ses propos n'était également pas totalement absent de son esprit. Donner à ses enfants le sens de l'argent, ainsi que la conscience des privilèges familiaux, n'était sans doute pas dépourvu de sens. Vint alors le moment, au printemps 2014, où Luc, outré et scandalisé, se mit à pousser les hauts cris, affirmant que lui n'était pas un enfant gâté par sa grand-mère, que lui n'était absolument pas comparable à sa cousine et que lui était bien capable de rester chez ses parents. Maud entendait parfaitement qu'il lui resservait les propos qu'elle-même avait tenus dans le passé. Luc trouvait vraisemblablement plus facile d'opposer un refus à sa grand-mère, qui fut gentiment critiquée dans le passé par Maud, plutôt que de l'exprimer à son père, une figure à ses yeux
largement plus inattaquable. S'adressant à sa grand-mère, il se montra, cela va sans dire, courtois et mesuré. Il n'en demeure pas moins qu'il balaya bel et bien la proposition de son père, fondée matériellement, et de saine gestion financière familiale, à l'aide d'anciens arguments avancés par sa mère. Maude percevait l'ironie de la situation, elle s'en amusait plus qu'elle ne s'en inquiétait, tout à fait consciente qu'il existait, au sein du vaste monde, des problèmes d'une toute autre gravité. La balance penchait résolument vers le non, jusqu'à une conversation entre Luc et sa mère, qui eut lieu un soir du mois de juin. Thibaut et Maude revenaient d'un week-end passé à la campagne. Avec Delphine et les garçons, les parents avaient assumé leur nouveau rôle d'animateurs de la jeunesse, puisque Luc et Delphine semblaient entamer, main dans la main, leur début de route commune, tout en emboîtant leurs pas dans ceux de papa et maman. Papa et maman imprimaient le mouvement, ils proposaient, Luc et Delphine suivaient, les parents, soulagés de voir leur fils emprunter le chemin de la réalité, emplissaient très volontiers cette fonction. Le repas était terminé, la cuisine était rangée et Maude pianotait quelques instants sur son ordinateur. Elle occupait sa place préférée, en position semi-allongée sur le canapé de l'entrée. Elle appréciait cette situation stratégique au cœur de la maison. D'un côté, elle apercevait Thibaut devant la télévision, par-delà les portes vitrées du salon. De l'autre, la porte du couloir donnait accès aux chambres des garçons. Maude était aux premières loges pour assister aux divers allers-retours entre les chambres, le salon et la cuisine. La nuit était tombée, Delphine était rentrée chez ses parents, Luc sortait de la cuisine, il gagnait sa chambre. Lorsqu'il aperçut sa mère, il ralentit le pas, il sembla hésiter, chercher ses mots et se décida à parler. « Dis maman » commença-t-il, s'exprimant visiblement avec peine. « Ça ne va pas être facile pour nous, pour moi et Delphine. » Maude, perplexe, lui demanda des précisions. « Mais oui, comment va-t-on faire maintenant pour se voir? La fac se termine, elle va retourner chez elle, chez ses parents pour y habiter. Moi je resterai ici. On va s'éloigner, c'est sûr, chacun de son côté. » Maude essayait de comprendre. Luc semblait soucieux. Peut-être prenait-il conscience, ce soir-là, en septembre 2014, qu'il s'était, depuis le début de ses relations avec Delphine, plus ou moins laissé porter par un mouvement d'ensemble, propice et considéré comme normal, qui les avait, quasiment sans qu'il intervienne, peu à peu rapprochés. Tous deux s'étaient d'abord régulièrement rencontrés en cours, sur les bancs de la faculté. Des couples se formaient. Delphine s'était intéressée à lui et leur histoire avait commencé. Quelques mois plus tard, au terme de l'été, les conditions n'étaient plus les mêmes. Ils terminaient leur dernière année d'études et Luc mesurait soudain le risque, qui n'était pas négligeable s'il ne prenait pas d'initiative de son côté, de voir leur chemin se séparer. Telle aurait pu être une première interprétation de la question posée par Luc. Cette approche campait un portrait positif et valorisant d'un garçon sensible et profond, sérieux, responsable, anticipant l'avenir, et conscient que si Delphine, la première, s'était approchée de lui, il ne désirait pas la voir désormais s'éloigner. Une première approche d'un jeune homme dont les pieds étaient enracinés sur la terre et qui, loin d'être planant, irréaliste, rêveur ou porteur d'illusions, savait au contraire que la vie dépend de conditions concrètes et matérielles, d'habitudes acquises, de tout un contexte ou d'une organisation facilitant ou non les rencontres.
Une première interprétation qui pourrait être résumée par « Il tient à elle, que peut-il faire pour que leur histoire dure ?» Une autre approche aurait pu également traverser l'esprit de Maud, qui avait souvent remarqué une certaine posture de son fils, peu mature à vrai dire, lorsqu'il lui arrivait de trouver la vie vraiment très dure. Il soulignait le poids considérable des tâches pesant sur ses épaules. Il avait beau jeu d'observer que ses parents menaient pour leur part une existence incontestablement tranquille. Ils avaient depuis longtemps terminé leurs études à une époque qui plus est clairement moins exigeante que celle qu'il connaissait. Lui-même ne cessait de devoir faire ses preuves, alors qu'il n'avait, si l'on y réfléchissait bien, rien demandé. L'enfant étant désormais, pouvait-on encore en douter, le fruit du désir des parents. Quoi de plus normal dans ces conditions que les dits parents l'aident à porter le sac à dos singulièrement lourd de l'existence. Luc n'aurait pu, en ce cas, être réellement taxé d'exigence ou d'ingratitude, puisque son attitude était directement induite par son éducation. Comment oublier en effet que depuis le jour où il fit ses premiers pas au sein de l'institution scolaire, il fut sans la moindre réserve de leur part soutenu et porté, guidé et canalisé, conseillé et poussé par ses parents. Sans doute Luc était-il ce soir-là, de septembre 2014, adossé au chambranle de la porte de la cuisine, dominant de sa haute taille sa mère assise sur le canapé, tout à la fois un jeune homme profond et sensé, qui désirait rester avec Delphine, mais également un irréductible insatisfait en éternelle demande. Il devait être les deux à la fois, blanc et noir, lumineux et sombre, Jekyll et Hyde au même moment. Parvenir à démêler ces deux aspects est probablement de l'ordre de l'impossible, mais au pire, s'il n'avait été avec sa mère en cet instant qu'un larmoyant professionnel, c'eût été très certainement sur le mode du jeu, du code, du rôle, de la posture, sur le thème de « je suis un enfant gâté ». Un Oblomov, tu le sais bien, maman, tu m'en as suffisamment parlé. De ce personnage de roman, passif, plaintif, tu t'es assez moqué. Tu me connais, je peux me permettre, avec toi. On est complices. Et j'ai confiance, je peux blaguer. Et Maud aurait saisi au vol le moindre début d'allusion. Elle serait entrée de plain-pied, immédiatement et avec délectation, sur le terrain de la connivence. Mais elle ne s'accorda dans les faits aucun délai pour réfléchir, ni pour démêler le blanc du noir, le lumineux du sombre, le Jekyll du Hyde, la plainte du jeu de rôle bien compris, puisque sa réponse fusa à peine une demi-seconde après la formulation de la question. Elle évoqua l'appartement, le fameux appartement qui lui ouvrait grand sa porte à lui-même, ainsi qu'à Delphine, s'il le désirait. Luc accepta dès lors définitivement la proposition de son père. Tout s'était passé comme si sa mère lui avait ouvert la voie, offert la possibilité, donné l'autorisation tacite d'accepter. La décision positive du fils fut au plus vite transmise et au père et à la grand-mère
Ah, leur grande satisfaction ainsi qu'à leur très vif soulagement. Tu sais, maman, avait un jour dit Luc à sa mère, je crois que si Delphine n'avait pas apprécié Romain, il me semble qu'entre nous, ça n'aurait pas été possible. 3 mois plus tard, Luc montrait à son ami le magnifique 3 pièces refait à neuf de ses grands-parents. Ses fenêtres s'ouvraient sur une vaste place ensoleillée l'après-midi et surmontée de chaudes ramures vert tendre pendant les belles journées d'été. La nuit était tombée. Il revenait de la campagne ce soir-là. De même que le soir où Luc s'était interrogé sur l'avenir de ses relations avec Delphine. Ils avaient passé, selon leur récente habitude, le week-end à Champs-les-Vignes. Ainsi, pour la 2e fois, c'était, après des heures vécues ensemble, en famille, à 5 et non plus à 4, en promenade, jeux de cartes, pique-nique ou déjeuner au Pizza Hut de Bussy-Saint-Georges, que Luc avait soudain, à sa façon, et poussé par l'élan du moment, conforté ses relations avec Delphine. Les grandes étapes de l'engagement entre 2 jeunes gens sont désormais incertaines et peu marquées. Les fiançailles, lorsqu'elles existent, ne sont plus que le prologue d'un futur mariage, et le mariage lui-même n'intervient bien souvent que lorsque le désir d'enfant se fait jour dans le couple. Luc n'a bien évidemment cette nuit-là proposé ni fiançailles ni mariage à Delphine. Mais il a parcouru avec elle des pièces aux murs blancs qui paraissaient d'autant plus vastes qu'elles étaient vides de meubles. Il a expliqué. L'appartement appartenait à ses grands-parents et il pourrait s'y installer. Il avait, pendant 3 longs mois, gardé le silence. Il avait pris le temps de sentir et d'éprouver l'ambiance des jours et des heures avec Delphine parfois, sans elle d'autres fois. Il ne s'était pas précipité pour lui dévoiler cette perspective possible de vie commune. Il savait que s'il accompagnait Delphine de l'autre côté du boulevard, et que s'il lui ouvrait la porte tout là-haut sur le petit palier face au minuscule ascenseur grillagé, son geste ne serait pas anodin. L'on essaie dans la vie de ne pas faire souffrir les autres, autant qu'il est possible du moins. On dit à sa petite amie vivons ici dans l'appartement de mes grands-parents, et l'on se rapproche à sa façon de l'engagement. Et si un jour la vie n'est plus possible avec la jeune fille en question, si un jour l'on souhaite s'en éloigner, la quitter pour tout dire, alors la souffrance de la petite amie et du garçon également sera d'autant plus intense que le chemin parcouru ensemble aura été long. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi l'on attend parfois jusqu'à 3 mois avant de faire certaines propositions qui valent, au XXIe siècle, en son âme et conscience, forme d'engagement. La première fois, au mois de septembre, Luc revenait de la campagne, il parlait à sa mère et il découvrait une piste éventuelle, susceptible de faciliter son histoire avec Delphine. Il y avait ensuite réfléchi afin de la transformer ou non en réalité. Il avait franchi le 2e pas qui consistait à troquer la virtualité pour un début de réalité, en parlant à Delphine, dans les mêmes circonstances, un dimanche soir, de retour en famille,
de Champs-les-Vignes.